Je m'appelle Morgan Meyers. J'ai 32 ans. Et au cours des 4 dernières années, j'ai envoyé à mes parents 2000 € chaque mois, sans exception. Cela fait 96 000 € en tout. J'ai fait le compte. Le jour de mon mariage, le seul jour en 32 ans où je leur ai demandé d'être présent, aucun d'eux n'est venu. J'ai appelé ma mère depuis le parking, vêtue de ma robe de mariée. Elle a décroché à la 4e sonnerie. Et les 3 mots qu'elle a prononcés ont mis fin à tout ce qui nous liait. Mais que s'est-il passé 30 minutes plus tard, lorsque mon père a consulté son compte bancaire, et a réalisé ce que j'avais fait? C'est à ce moment-là, qu'il a vraiment perdu la tête. Avant de vous raconter la suite, prenez un instant pour aimer cette vidéo et vous abonner. Mais faites-le uniquement, si cette histoire résonne sincèrement en vous. Indiquez votre position, ainsi que votre heure locale dans les commentaires. J'adorerais savoir d'où vous m'écoutez. Maintenant, laissez-moi vous ramener à l'été 2021, quand mon père est rentré du travail pour la dernière fois. J'ai grandi à Scarborough, dans le Maine, une banlieue au sud de Portland, où les pelouses étaient toujours tondues, et où l'on ne parlait jamais d'argent, sauf s'il s'agissait de celui des autres. Nous étions 2, moi et ma jeune sœur, Jolene, séparés par 4 ans d'écart, vivant dans la même maison, avec les mêmes parents, mais soumises à des règles complètement différentes. J'étais l'élève modèle, celle qui avait des appartous. J'ai décroché une bourse pour l'université, puis pour la fac de médecine. Je n'ai jamais réclamé un seul euro à mes parents après mon 18e anniversaire. Ni pour les frais de scolarité, ni pour le loyer, ni pour les courses. J'ai cumulé 3 emplois pendant ma licence, des cours de soutien, la librairie du campus, et des gardes le week-end dans une maison de retraite. Personne ne me l'avait demandé. J'avais simplement compris que c'était ce que l'on attendait de moi. Jolene, elle, était différente. Elle a abandonné l'université communautaire à 2 reprises. Elle s'est ensuite trouvée grâce à une formation de professeur de yoga de 200 heures, que nos parents ont financée à hauteur de 8 000 €. Elle a épousé Brett Tate à 24 ans, un vendeur de voitures avec une belle chevelure, et une BMW en location. Leur mariage fut une petite réception, dans un restaurant de fruits de mer à Portland. Nos parents ont payé la robe, les fleurs, et ont participé au voyage de noces. Quand j'ai demandé pourquoi je n'avais jamais eu droit à quelque chose d'approchant, ma mère, Patrice, m'a lancé un regard, comme si je lui avais demandé d'expliquer la gravité. Jolene est sensible, a-t-elle affirmé. Elle a davantage besoin de nous. Mon père, Jean, a hoché la tête depuis son fauteuil inclinable. Il hochait toujours la tête quand Patrice parlait. En 30 ans de mariage, je ne l'ai jamais vu la contredire une seule fois devant nous. Je n'en voulais pas à Jolene. Pas à l'époque. Je pensais simplement que c'était ainsi que fonctionnaient les familles. Le plus fort porte le plus faible. Je ne me rendais pas compte que l'on me conditionnait. Juin 2021. Mon père a perdu son emploi chez Portland Precision Manufacturing. Il y travaillait depuis 30 ans en tant que superviseur d'atelier. L'entreprise a réduit ses effectifs et supprimé son département. Il avait 57 ans, aucun diplôme universitaire, et un fonds de retraite qui couvrait environ 14 mois de dépenses. J'en avais 28. J'étais en première année d'internat en médecine d'urgence, au Maine Medical Center. Mon salaire s'élevait à 62 000 € par an, avant impôt. Mon salaire net, après déduction, assurance et remboursement de prêts, tournait autour de 3 800 € par mois. Ma mère m'a appelé un mardi, en pleurs. Nous n'arrivons pas à payer le prêt hypothécaire, Morgan. Ton père est effondré. Il refuse même de sortir du lit. J'ai fait les calculs sur une serviette en papier, dans la salle de repos de l'hôpital, à 2 heures du matin. 2 000 € par mois. Il me restait alors 1 800 € pour payer le loyer, la nourriture, l'essence et tout le reste. C'était juste. Mais c'était faisable. J'ai mis en place un virement automatique le soir même. Depuis mon compte courant, vers le compte d'épargne conjoint des Meyers. Mon téléphone a sonné quand le premier virement est passé. 2 000 € virés sur le compte d'épargne conjoint Meyers, se terminant par 4 471. J'ai mangé une barre de céréales, et je suis retourné aux urgences. Ce week-end-là, j'ai ouvert un tableur sur mon ordinateur portable. Une ligne verte, moins 2 000 €. Un total cumulé en bas, 2 000. Je me suis dit que ce serait temporaire. Papa finirait par trouver quelque chose.
Dans 6 mois, peut-être 1 an. Les virements s'arrêteraient, et je rattraperais le retard sur mes prêts étudiants. 280 000 € de la fac de médecine, accumulant des intérêts à 6,8%, pendant que je mangeais de la nourriture de cantine à minuit. Temporaire. Ce mot a tourné dans ma tête pendant 4 ans. 4 ans, et 96 000 €. Les mois ont filé. Les virements ont continué. Je faisais des semaines de 80 heures aux urgences. Je vivais dans un studio de 37 mètres carrés, avec un matelas à même le sol, et un micro-ondes acheté chez Emmaüs. La plupart de mes repas provenaient de la cafétéria de l'hôpital. Des salades à 4 €, des sandwichs de la veille, tout ce qui restait sur les plateaux chauffants, après le début du service de nuit. Mes parents, eux, ne mangeaient pas ainsi. Je suis rentré à Scarborough pour Noël 2021. La maison était équipée d'un nouveau parquet en bois massif dans le salon, de nouveaux appareils électroménagers dans la cuisine, d'un réfrigérateur à porte française, et d'un four à chaleur tournante. La salle de bain avait été recarrelée. Ma mère m'a fait la visite, comme si elle présentait une émission de rénovation télévisée. Nous avons trouvé un entrepreneur grâce au groupe Facebook du quartier. Une si bonne affaire. J'ai posé des questions sur le coup. Elle a balayé le sujet d'un geste de la main. Ton père s'en est occupé. Mon père. Celui qui ne travaillait plus depuis 6 mois, celui qui avait refusé un emploi en entrepôt parce que c'était, selon ses propres mots, indigne d'un homme ayant 30 ans d'expérience en supervision. Celui qui avait décliné un poste chez Home Depot, parce qu'il ne voulait pas porter de tablier. Personne ne m'a questionné sur mon internat. Personne n'a évoqué mon appartement. Personne ne m'a demandé si je mangeais assez, si je dormais suffisamment, ou si je parvenais simplement à survivre. Personne n'a dit merci. Repas de Noël. Jolène s'est garé avec un nouveau Honda CR-V vert sauge. Il avait encore les plaques du concessionnaire. Ma mère rayonnait. N'est-elle pas magnifique dans cette voiture? J'ai regardé le véhicule, puis ma mère. Qui l'a payé? Personne n'a répondu. Patrice a changé de sujet, pour aborder les projets de vacances de printemps de Jolène avec Brett. Je suis rentré chez moi au volant de ma Civic de 2014, affichant 340 000 km au compteur. La deuxième année fut pire. Pas à cause du travail. Ça, je pouvais le gérer. Les urgences étaient prévisibles dans leur chaos. Des crises cardiaques à l'aube, des os brisés à midi, des overdoses à minuit. Je savais comment traiter un corps en crise. J'avais été formé pour cela. Ce à quoi je n'étais pas préparé, en revanche, c'était de regarder ma famille célébrer quelqu'un d'autre avec mon argent, tout en prétendant que je n'existais pas printemps 2022. Jolène a eu une fausse alerte de grossesse. Ma mère a conduit pendant 2 heures jusqu'à l'appartement de Jolène, pour rester à ses côtés. Elle a apporté de la soupe, des fleurs, et un ours en peluche acheté à la boutique de cadeaux. La même semaine, j'ai été hospitalisé pour déshydratation, après une garde de 14 heures. J'ai appelé ma mère depuis mon fauteuil à perfusion. Elle a répondu en mâchant quelque chose. Oh, chérie, bois un peu d'eau. Je ne peux pas monter, Jolène a besoin de moi cette semaine. Jolène, dont l'alerte était déjà passée, et dont les examens étaient revenus négatifs 3 jours plus tôt. En septembre de la même année, Jolène a eu son vrai mariage. Une petite cérémonie dans un restaurant, sur le front de mer. Mes parents ont payé sa robe, les compositions florales, et ont contribué à financer une lune de miel dans un complexe de Canquin. Je n'ai pas demandé le montant. La réponse se trouvait quelque part dans mon tableur. Des lignes vertes, qui s'enchaînaient, poussant le total cumulé au-delà des 36 000 €. J'y ai assisté. J'ai porté un toast. J'ai souri sur les photos. Ensuite, j'ai rejoint le parking, et je me suis assise dans ma voiture, moteur éteint. 18 mois de virement, 36 000 €. Et ma mère venait de lancer au photographe, faisons une photo de famille, juste nous 4. J'étais debout à moins de 2 mètres. Tous les 4 ont souri. L'appareil a crépité. Je n'étais pas dans le cadre. Printemps 2023, deuxième année des virements. Je me suis posé un soir, pour consulter le solde de mes prêts étudiants. 274 000 €. Les intérêts s'accumulaient plus vite que je ne pouvais payer les mensualités minimales. À ce rythme-là, je serais endetté jusqu'à mes 42 ans. J'ai décidé d'aborder le sujet.
Réduire les versements de 2000 à 1500 €. Cela restait généreux. C'était toujours plus que ce que la plupart des enfants adultes envoient à leurs parents. Cela représentait encore 30% de mon salaire net. J'ai appelé ma mère un samedi matin. Maman, il faut qu'on parle des virements mensuels. Mes prêts étudiants. Elle m'a coupé avant que je ne puisse terminer. Après tout ce que nous avons sacrifié pour toi. Voilà. C'était son arme de prédilection. Elle la gardait toujours chargée. Nous t'avons nourri. Nous t'avons habillé. Nous t'avons conduite à chaque expo science et à chaque visite d'université. Et maintenant, tu veux mettre un prix sur la gratitude? J'ai cédé. J'ai maintenu le montant à 2000. La semaine suivante au travail, mon médecin titulaire, la docteure Lena Kovacs, m'a coincé dans la salle de pause. Lena avait 38 ans, un franc-parler redoutable, et c'était la seule personne de l'hôpital qui remarquait quand je prenais des gardes supplémentaires. Tu as l'air de ne pas avoir dormi depuis 1 an. Ce n'est plus du dévouement, là. C'est autre chose. Je lui ai assuré que j'allais bien. Elle ne m'a pas cru. Mais elle n'a pas insisté non plus. Lena était intelligente comme ça. 3 jours après cet appel culpabilisant, j'ai ouvert Instagram. Ma mère avait publié une photo d'une escapade le temps d'un week-end, à Cap Cod. Dîner de homard, vue sur l'océan. La légende disait, vie bénie. Cœur reconnaissant. Béni, avec mes 2000 € finançant son homard. J'ai fermé l'application, et je suis retourné aux urgences. Gareth Holt a franchi les portes de l'hôpital en juillet 2023, portant une boîte à outils et des chaussures de sécurité. Son entreprise de BTP avait remporté l'appel d'offres, pour refaire le système électrique du 3e étage. Une équipe de 4 personnes, un chantier de 6 semaines, maître électricien agréé, 33 ans, originaire de Lewiston. Il conduisait un Ford F-150 de 2016, avec une bosse sur le haillon, et un autocollant de la section locale 567. Nous nous sommes rencontrés à la cafétéria. Il avait apporté son propre repas, un sandwich au roast beef, une pomme, et un thermos de café. Il s'est assis en face de moi, pendant que j'avalais la même salade César flétrie que je mangeais depuis 2 ans. « Vous travaillez ici ?» a-t-il demandé. « Interne, médecine d'urgence. »« Et vous mangez ça, tous les jours ?» ?»« La plupart du temps. » Il a glissé la moitié de son sandwich de mon côté de la table. Ma mère en a préparé trop. C'est ainsi que tout a commencé. Des cafés sur le parking après mes gardes. Des messages échangés entre ses travaux de câblage et mes urgences traumatiques. Il était stable, d'une manière que j'avais oublié de voir chez les gens. Aucune mise en scène, aucun agenda caché, juste un homme qui se présentait, et disait exactement ce qu'il pensait. Il m'a fallu 3 mois pour lui parler des 2000 €. Nous étions assis dans son camion, sur le parking de l'hôpital. En octobre, le chauffage allumé. Je l'ai lâché d'un trait, comme on arrache un pansement. J'envoie 2000 € par mois à mes parents. Ils en dépendent. Mon père a perdu son emploi il y a 2 ans, et il n'arrive pas à joindre les 2 bouts. Gareth est resté silencieux pendant un long moment. Il a fait le calcul de la même façon que moi, sur ses doigts, dans sa tête, comme on le fait quand le chiffre est trop énorme pour être traité à la légère. Morgan, ça fait 30% de ton salaire. En ont-ils vraiment besoin? Personne ne m'avait jamais posé cette question de cette manière, et j'ai senti le sol se dérober sous toutes les justifications qui fondaient mon silence. Thanksgiving 2023. J'ai ramené Gareth à la maison, à Scarborough, pour la première fois. Ma mère a ouvert la porte, et l'a jaugé de haut en bas, de la façon dont un bijoutier examine une pierre, qu'il sait déjà être fausse. Alors, Gareth, que faites-vous exactement dans la vie? Je suis électricien agréé. Je possède une petite entreprise de sous-traitance dans la région de Portland. Patrice a souri. Le genre de sourire qui montre les dents, mais qui manque de chaleur. Un électricien. Eh bien, c'est un travail honnête. Mon père, Jean, lui a serré la main sans se lever du canapé. Les affaires marchent bien. Nous sommes très occupés. Jolène, enceinte de 7 mois à l'époque, s'est adossée au comptoir de la cuisine. Est-ce qu'il a des avantages sociaux? Une assurance maladie? Venant d'une femme qui, de sa vie, n'avait jamais occupé un emploi offrant une couverture médicale. Gareth a géré tout cela avec une patience que je lui enviais.
Il a parlé de son équipe, de ses certifications, de ses projets d'expansion dans l'installation de panneaux solaires. Il a répondu à chaque question sans broncher, sans jouer un rôle, sans essayer d'impressionner des gens qui avaient déjà décidé de ne pas l'être. Après le dîner, je suis allé dans la cuisine pour chercher de l'eau. Le couloir était plongé dans l'obscurité, et mes parents ignoraient ma présence. La voix de Patrice s'est élevée. Un électricien. Notre fille, la doctoresse, va épouser un électricien. Au moins, Jolène s'est mariée avec un directeur commercial. Et là, Jean, mon père, l'homme dont je payais le prêt hypothécaire chaque mois, a prononcé une phrase que je n'oublierai jamais. Tant que les chèques continuent d'arriver, peu importe qui est l'épouse. Je suis resté planté dans ce couloir pendant une éternité. Ma main appuyée contre le verre, mes pieds sur le parquet en bois massif que j'avais financé. Tant que les chèques continuent d'arriver, comme si j'étais un service d'abonnement. Comme si l'amour était soumis à un cycle de facturation. Février 2024. Gareth m'a demandé en mariage sur le toit de l'hôpital, après ma garde de nuit du samedi. Pas d'écrin. Il avait la bague en vrac dans la poche de sa veste, m'expliquant qu'il ne voulait pas que je voie une boîte, et que je devine tout avant qu'il ne puisse poser la question. Le soleil se levait sur Portland. J'étais encore en tenue de bloc. Mes mains sentaient le désinfectant. J'ai dit oui avant même qu'il ne termine sa phrase. J'ai appelé mes parents l'après-midi même. Patrice a décroché. Bonjour, maman. Je suis fiancé. Gareth a fait sa demande ce matin. Un silence a suivi. Oh, eh bien, j'espère que tu as bien réfléchi. Aucune félicitation, aucun enthousiasme, aucun « raconte-moi tout ». Juste le ton d'une personne évaluant jusqu'à quel point elle pouvait exprimer sa désapprobation sans franchir la ligne. 1 heure plus tard, Jean m'a rappelé. Il était seul. Je l'ai deviné parce qu'il parlait sur un registre plus grave, la voix qu'il prenait quand Patrice n'était pas dans la pièce. Morgane, il faut qu'on discute de quelque chose. Ce mariage, il ne doit pas perturber notre arrangement. Tu vois ce que je veux dire? Papa, je vais me marier. J'organise des noces. Les choses vont peut-être devoir s'ajuster. S'ajuster? Sa voix s'est assombrie. Pas encore de la colère. Un sentiment juste avant la colère. Le ton d'un homme calculant ce qu'il risque de perdre. Nous dépendons de toi, Morgane. Tu nous dois bien ça. Ne nous coupe pas l'herbe sous le pied. Et voilà. La deuxième arme. Après tout ce que nous avons sacrifié, tu nous dois bien ça. 2 phrases, 2 chaînes. L'une pour la culpabilité, l'autre pour l'obligation. J'ai raccroché, et je me suis assise sur le canapé avec Gareth. Je lui ai répété les propos de Jean, mot pour mot. Gareth m'a regardé droit dans les yeux. Morgane, tu ne leur dois pas ta vie. Je savais qu'il avait raison. Mais je savais aussi, que comprendre une chose et agir en conséquence, sont 2 choses totalement différentes. À cet instant précis, j'étais assise dans mon appartement, fiancée à l'homme que j'aimais, et mon père venait de me signifier que je lui devais mon salaire. Si vous avez déjà été dans une situation, où votre famille traitait votre générosité comme une facture due, comme un dû incontestable, alors vous comprendrez pourquoi mes mains tremblaient. Restez avec moi, car ce que j'ai découvert ensuite a tout changé. De mars à mai 2024, Gareth et moi avons organisé un mariage modeste. Nous avons déniché une grange reconvertie, à Kenbonkport. Bardage blanc, guirlandes lumineuses, et une vue sur la rivière à travers des fenêtres centenaires. Une capacité de 85 invités. Le 19 octobre, un samedi. Budget total, 28 000 €. Les économies de Gareth, et mon remboursement d'impôts. Aucun argent familial. Aucune aide parentale. Chaque euro avait été gagné et budgétisé. J'ai invité ma mère à m'accompagner, pour choisir une robe. Ce printemps-là, elle n'a eu qu'une seule excuse à la bouche, je suis occupée. La chambre du bébé de Jolène a besoin d'être peinte. La chambre du bébé de Jolène. La liste de naissance de Jolène. Les rendez-vous prénataux de Jolène. Ma sœur était devenue un emploi à temps plein pour ma mère, un emploi qui, curieusement, ne laissait aucune heure disponible pour mon propre mariage. J'ai envoyé les faire-part à tout le monde. Mes parents ont reçu le leur à la mi-avril. Pas de réponse pendant 2 semaines. Puis,
Un SMS de Patrice, octobre est une période compliquée. Le terme de Jolene est en novembre. Je dois me tenir disponible. Octobre. 5 mois avant novembre. Mais curieusement, octobre s'annonçait compliqué. Mon téléphone a bipé le soir même. Le virement automatique. 2000 € transférés sur le compte d'épargne conjoint Meyers, se terminant par 4471. 36e mois. Total cumulé sur mon tableur, 72 000 €. J'ai fixé la notification sur mon écran, de la même manière que l'on dévisage le reçu d'un objet dont on ne veut plus, mais qu'il est impossible de rendre. 72 000 €. Ma mère ne pouvait pas trouver un seul week-end, en 5 mois, pour mon mariage. Mais elle trouvait le temps pour la chambre de l'enfant de Jolene, les visites médicales de Jolene, et absolument tout ce qui concernait Jolene. J'ai reposé mon téléphone, et j'ai repris la liste des invités. 85 noms. J'ai commencé à adresser les enveloppes sur la table de la cuisine, pendant que Gareth réchauffait des restes de pâtes. C'était mon mariage. Celui de Gareth et moi. Et les personnes qui voulaient vraiment y être, seraient présentes. Juillet 2024. La fête prénatale de Jolene. Ma mère a orchestré l'événement, avec la rigueur d'un général préparant une campagne militaire. Une salle louée dans un hôtel du sud de Portland, un traiteur pour 40 invités, une arche de ballons roses, et un gâteau à 3 étages, orné de l'inscription « Baby Girl Tat » en lettres de fondant. J'ai conduit pendant 2 heures pour y assister. J'ai apporté un cadeau, une couverture pour bébé, que j'avais crocheté entre 2 gardes de nuit. Vert écume. Il m'avait fallu 3 semaines de minutes volées dans la salle de repos, maniant le fil sous les néons, pendant que les moniteurs bipaient derrière moi. Lors de la fête, ma mère s'est tenue devant l'assemblée pour prononcer un discours. Elle était rayonnante, la voix assurée, les yeux brillants, livrant la performance de sa vie. Jolene, tu es la lumière de cette famille. Devenir mère est la chose la plus importante qu'une femme puisse accomplir. Je suis restée assise dans un coin. Personne n'a évoqué mon mariage à venir. Personne ne m'a demandé où il aurait lieu, comment était la robe, ou à quelle date il était prévu. J'avais 31 ans, j'étais médecin urgentiste, et j'étais complètement invisible. Jolene a déballé les cadeaux. Quand elle est arrivée au mien, elle a brandi la couverture, l'a retournée une fois. Oh, c'est mignon. C'est toi qui l'as faite? Elle l'a posée sur le tas, et a attrapé la boîte suivante. Après la réception, j'ai aidé à ranger, empilant les chaises, pliant les nappes, ramassant les assiettes en carton. Ma mère m'a prise à part, près de la table des desserts. Morgane, pour les 2000. Pourrais-tu passer à 2500 ce mois-ci? La fête a coûté plus cher que prévu. Je paie mon propre mariage, maman. Je ne peux pas augmenter. Elle a incliné la tête. Ce regard spécifique, celui qu'elle me lançait quand je ne parvenais pas à répondre à ses attentes, et qu'elle voulait me le faire comprendre sans le dire directement. Tu trouves toujours une solution. Tu es la plus forte. La plus forte. Elle ne me qualifiait d'ainsi, que lorsqu'elle réclamait plus d'argent. Août 2024. J'ai reçu un courrier de la banque. Le compte d'épargne conjoint, celui que je créditais de 2000 € chaque mois, nécessitait une mise à jour des cartes de signature. Une simple formalité administrative, mais qui impliquait de se connecter. Et se connecter, signifiait examiner les chiffres. J'ai ouvert le compte sur mon ordinateur portable, à 2 heures du matin. Le solde aurait dû être conséquent. 38 mois de dépôt. Même en déduisant les mensualités du prêt hypothécaire, il aurait dû rester un matelas de sécurité. Le solde affichait 340 €. Je l'ai lu 2 fois, puis 3. Ensuite, j'ai fait défiler l'écran. L'historique des transactions. Des retraits. Réguliers, massifs, incessants. 1500 € pour Jolene Tat. 2000 € pour Brett Tat Auto Group. 800 € pour Jolene Tat. 3200 € pour Brett Tat Auto Group. 1000 € pour un complexe hôtelier à Cape Cod. 1200 € pour un magasin de meubles dans le sud de Portland. 700 € pour un salon de coiffure. 500 € pour un bar à ongles. L'argent ne servait pas à maintenir mes parents à flot. Ils ne remboursaient pas le prêt hypothécaire, ou en tout cas, pas en majorité. Ils finançaient le train de vie de Jolene,
les investissements hasardeux de Brett dans sa concession automobile, et les vacances de ma mère. J'ai fait des captures d'écran de chaque transaction, sans exception. Je les ai sauvegardées dans un dossier sur mon ordinateur, intitulé « Virement ». Puis, j'ai ouvert mon tableur. Des lignes vertes, 38 au total. Le montant cumulé, 76 000 euros. J'ai ajouté une nouvelle colonne, en rouge. J'ai croisé chaque retrait, avec les dépenses liées à Jolene, ou à son entourage. Les calculs m'ont pris 40 minutes. 43% de tout ce que j'avais envoyé allait directement à ma sœur, ou à son mari. 22% servait à financer des vacances, des rénovations, et des dépenses personnelles. Et seulement 31% allait au prêt hypothécaire, qui était pourtant la raison officielle de mon aide. J'ai fermé mon ordinateur. Mes mains tremblaient. Ce n'était pas de la colère, mais cette nausée si particulière, que l'on ressent quand on découvre que les personnes en qui on a placé sa confiance, ont menti sur des questions de survie. Je n'en ai pas parlé immédiatement à Gareth. J'ai gardé ça pour moi pendant 3 jours. Durant ces 3 jours, j'ai relu mes messages échangés avec ma mère. 2 ans de conversations passées au crible. Je cherchais un schéma récurrent, et je l'ai trouvé. Chaque message culpabilisant, je suis tellement angoissé par les factures, ton père n'arrive plus à dormir, nous ne savons plus comment nous en sortir, arrivait dans les 48 heures précédant un retrait massif du compte conjoint. Maman m'écrivait un SMS, nous arrivons à peine à survivre, un lundi. Étage un 500 € était transféré à Jolene Tate, le mercredi. La corrélation n'était pas émotionnelle, elle était purement opérationnelle. Ma mère m'envoyait des signaux de détresse pour maintenir l'afflux de fonds, puis les rediriger vers ma sœur, avant même que l'encre ne soit sèche. J'ai ajouté une nouvelle colonne à mon tableur. En bleu. Faisant correspondre les SMS culpabilisants, aux dates de retrait. Le schéma était mathématique, prouvable, incontestable. Au travail ce jeudi-là, j'ai laissé tomber un plateau à la cafétéria. Ma salade s'est étalée sur le sol, de la vinaigrette a éclaboussé mes chaussures. Je me suis assise là, directement sur le lino. La docteure Kovacs m'a trouvé ainsi. Elle s'est accroupie à côté de moi, sa blouse blanche frôlant le sol. Parle-moi. Je verse 2 000 € par mois à mes parents, depuis 3 ans. Et ils donnent cet argent à ma sœur. Léna n'a pas sursauté. Elle n'a pas poussé de cri d'étonnement, et n'a pas dit qu'elle était désolée. Elle s'est simplement assise à mes côtés, le dos contre le distributeur automatique. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas encore. Si, tu le sais. C'est juste que tu ne l'as pas encore formulé à haute voix. Nous sommes restés assises là pendant un long moment. La cafétéria bourdonnait autour de nous, les plateaux s'entrechoquaient, les bribes de conversation flottaient dans l'air. Des bruits normaux, pour des gens normaux, lors d'un jeudi tout à fait ordinaire. Mais je n'étais plus normal. J'avais les chiffres. Et les chiffres ne mentent pas, même quand les mères le font. J'ai montré les relevés bancaires à Gareth, un samedi matin. Nous étions à la table de la cuisine, le café refroidissait. Il a fait défiler les captures d'écran lentement, la mâchoire crispée. Il n'a pas crié. Il n'a pas juré. Il s'est contenté de respirer bruyamment par le nez, comme il le faisait lorsqu'il traitait une information trop lourde pour être verbalisée. 43% pour Jolene, a-t-il dit. Et ils t'ont fait croire que c'était pour la maison. Oui. Et tu continues d'envoyer 2 000 € par mois. Je me suis arrêté. J'ai annulé le virement automatique mardi dernier. Il a levé les yeux vers moi. Quand? Après ma garde. Je me suis assise dans le parking, j'ai ouvert l'application de la banque, et j'ai appuyé sur annuler. Pour la première fois en 38 mois, mon téléphone n'a pas sonné pour m'annoncer qu'un virement avait été effectué, le 1er du mois. Octobre allait arriver, et mes 2 000 € resteraient sur mon compte. Les miens. Le silence, là où se trouvait auparavant cette notification, m'a paru plus assourdissant que n'importe quel bruit que j'ai jamais entendu. Gareth s'est penché au-dessus de la table, et a posé sa main sur la mienne. Vas-tu les confronter? Pas tout de suite. Pas avant le mariage. J'ai besoin de passer le cap du 19 octobre d'abord. Il a acquiescé. Alors, nous passerons le cap du 19 octobre. Il ne m'a pas dicté ma conduite. Il n'a pas élaboré de stratégie, ni planifié les conséquences. Il s'est simplement aligné à mes côtés,
et a employé le mot « nous ». C'était amplement suffisant. J'ai refermé l'ordinateur. Le tableur s'est enregistré automatiquement. Les lignes vertes, la colonne rouge, la colonne bleue. Et le total cumulé, tout en bas, écrit en gras, 76 000 €. Une fortune pour une interne en médecine. Mais une broutille, par rapport à ce que ma mère estimait que je lui devais. 2 semaines plus tard, le 1er octobre est arrivé. Aucun virement, aucune notification, et pas un centime ne quittant mon compte. Le silence était d'une intensité rare. J'en s'en ai rendu compte le 1er. Le 3 octobre, un SMS est tombé, « Morgane, le virement n'est pas passé. Tu peux vérifier ?» J'ai répondu, « Je vais m'en occuper. » Je n'en ai rien fait. 2 jours plus tard, Patrice m'a envoyé un email. Pas un SMS, un email. Ma mère utilisait les emails, pour ce qu'elle considérait comme des affaires sérieuses, de la même manière que certains utilisent le courrier recommandé. Objet, problème DE virement, urge. Morgane, j'ai remarqué que le paiement d'octobre manque. Je suppose qu'il s'agit d'une erreur bancaire. Merci de régler cela immédiatement. Ton père et moi avons des factures à payer. Par ailleurs, il faut que je te parle du mariage. J'y ai réfléchi. Et je ne pense pas que le 19 octobre nous convienne. La date d'accouchement de Jolène approche, et je dois me tenir prête. Tu comprends, n'est-ce pas? Après tout ce que nous avons sacrifié pour toi. Après tout ce que nous avons sacrifié pour toi. Pour la 3e fois, la même phrase, exerçant la même pression sur le même point sensible. Elle qualifiait les 2000 € de « paiement ». Ce n'était ni un don, ni une aide. Un paiement, comme si j'étais accablé d'une dette qui ne pourrait jamais être effacée. Je n'ai pas répondu à cet email. J'ai fait une capture d'écran, que j'ai glissée dans le dossier. Le même dossier contenant les relevés bancaires, l'historique des retraits, et le tableau croisant les dépenses, avec les textos culpabilisants. Ensuite, j'ai posé mon téléphone, et j'ai saisi la pile de faire-part. 85 enveloppes attendaient d'être adressées. J'ai commencé par celle de grand-mère Ruth. Ruth vivait à Bangor. C'était la mère de ma mère. 79 ans, l'esprit aussi vif qu'un scalpel, et aussi indépendante qu'un chat. Elle avait toujours fait preuve d'une bienveillance à mon égard, d'une manière qui dénotait avec le reste de la famille, une tendresse plus discrète, mais plus sincère. J'ai inscrit son adresse à l'encre bleue, j'ai fermé l'enveloppe, et j'ai fermement appuyé sur le timbre. Il y a des gens que l'on invite par pure obligation. Et puis il y a ceux que l'on invite, parce qu'on sait qu'ils seront vraiment là. Le 3 octobre, j'ai posté les invitations. Mes parents ont reçu la leur 2 jours plus tard. Patrice m'a téléphoné dans la soirée. Morgane, il faut que l'on discute. Le lieu de réception est une grange. À Kenbonkport. C'est un endroit magnifique. Nous ne sommes pas du genre à aller dans des granges. Vous êtes invités. C'est tout ce que je vous demande. Le mariage de Jolène s'est déroulé dans un restaurant. Un vrai restaurant, convenable. J'ai laissé cette remarque flotter dans l'air. Un vrai restaurant convenable. Payé avec mon argent. Mais je ne l'ai pas dit. Pas encore. La voix de Jean s'est fait entendre en arrière-plan. Parle-lui de l'argent. Patrice a baissé le ton. Morgane, le virement d'octobre manque à l'appel, et maintenant, un mariage que nous n'approuvons pas. Qu'est-ce qu'il se passe? Vous êtes invité à mon mariage. Voilà ce qui se passe. Elle a raccroché sans ajouter un mot. Aucune réponse n'est venue. Ni cette semaine-là, ni la suivante. J'ai appelé grand-mère Ruth. Elle avait déjà confirmé sa présence par courrier, avec un petit mot écrit à la main, glissé dans l'enveloppe, « Je ne raterai ça pour rien au monde, ma chérie. » La mère de Gareth, Doris, une employée de cantine retraitée vivant à Lewiston, qui avait élevé Gareth seul après le départ de son père lorsqu'il avait 6 ans, a répondu positivement, le jour même où elle a reçu le faire-part. Elle m'a appelé pour me demander si elle pouvait apporter sa fameuse tarte aux pommes, et si la grange disposait d'une cuisine qu'elle pourrait utiliser. 85 invitations envoyées. En l'espace de 2 semaines, 63 personnes avaient répondu oui. Mes collègues de l'hôpital, l'équipe d'électriciens de Gareth, des amis de la faculté de médecine, et quelques cousins du côté de ma mère, qui m'appréciaient davantage que Patrice. Mes parents, en revanche, faisaient les morts.
Rien. 14 jours avant la cérémonie, les deux seules personnes à avoir perçu 96 000 € de ma poche, n'avaient toujours pas été capables de cocher une case sur un carton, et de le glisser dans une boîte aux lettres. J'ai cessé d'attendre. 8 octobre, à 11 jours de mes noces. Je faisais défiler Instagram pendant une pause, quand je suis tombé dessus. Un repost dans la story d'un cousin, avec un faire-part rose et doré, écrit en lettres cursives, « Rejoignez-nous pour la révélation du sexe du bébé de Jolene et Brett. » Samedi 19 octobre, à 17 h. Résidence des Tattes, Scarborough. Le 19 octobre. Le jour de mon mariage. J'ai vérifié la publication d'origine, sur le compte de Jolene. Elle l'avait posté 3 semaines auparavant. Ma mère l'avait aimé. Elle y avait même commenté, « J'ai tellement hâte », en ajoutant un cœur rose. 3 semaines plus tôt, alors que j'attendais encore leur confirmation, j'ai appelé Jolene. Elle a décroché à la 2e sonnerie, la voix enjouée et détendue. « Ta fête de révélation tombe le jour de mon mariage. » Oh, ah bon? Je n'avais pas fait attention à la date. Enfin, c'est chez nous, mais le 19 octobre était le seul jour qui arrangeait tout le monde. Tout le monde? Y compris papa et maman? Morgane, je suis enceinte. C'est pour mon bébé. Tout ne tourne pas autour de toi. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille une seconde, j'ai pris une grande inspiration, puis je l'ai replacé. Maman a confirmé sa présence à ta fête il y a 3 semaines. Elle n'a toujours pas répondu pour mon mariage. Jolene est restée silencieuse pendant exactement 2 secondes, avant de répliquer, « Eh bien, peut-être que tu aurais dû choisir une autre date. » J'ai raccroché. Je n'ai pas rappelé mes parents. Et je n'ai pas changé la date de mes noces. J'ai rouvert le tableur sur mon ordinateur, une dernière fois. La colonne rouge. 43 000 € versés à Jolene sur 38 mois. Et maintenant, elle organisait sa fête le jour même de mon mariage. Ma sœur n'avait pas choisi le 19 octobre par hasard. Elle l'avait sélectionné parce qu'elle savait pertinemment que nos parents s'y rendraient. Elle l'avait fait, parce qu'elle en avait le pouvoir. 12 octobre. À une semaine du grand jour, j'ai conduit seul jusqu'à Scarborough. Je me suis assise à la table de la cuisine de mes parents. Cette même table où j'avais pris des milliers de repas en grandissant. La table où j'avais fait mes devoirs, où l'on s'était disputé à cause des couvre-feux, et où j'avais ouvert des cartes d'anniversaire, glissant des billets de 10 €. Patrice était assise en face de moi. Jean se tenait près du plan de travail, les bras croisés. Mon mariage a lieu dans 7 jours. J'ai besoin de savoir si vous serez là. Patrice a croisé les mains. Morgane. Jolene a besoin de nous. Elle est enceinte de 8 mois, et sa fête tombe le même jour. Nous ne pouvons pas nous dédoubler. Vous pourriez venir à la cérémonie. C'est à 14 h. La fête de Jolene n'est qu'à 17 h. Nous devons l'aider à tout préparer. Jolene ne peut pas s'en sortir seule. Brett a sa famille, ses amis. Elle n'est pas seule. Elle est notre fille. J'ai laissé cette phrase résonner dans la pièce. Elle est notre fille. Adressée à moi, qui était aussi sa fille, comme si j'étais une voisine venue demander un service. Jean a déplacé son poids d'une jambe sur l'autre. Et en ce qui concerne l'argent? Il n'est pas question d'argent pour le moment. Il est question de mon mariage. La mâchoire de Jean s'est crispée. Il est toujours question d'argent, Morgane. Tu as arrêté les versements. On l'a bien remarqué. Je me suis levé, repoussant ma chaise, qui a grincé sur le nouveau parquet en bois massif. Je vous pose la question une dernière fois. Serez-vous présent à mon mariage? Patrice a jeté un coup d'œil à Jean. Jean a regardé le sol. Patrice a fini par plonger ses yeux dans les miens, avec une expression, qui n'était ni tout à fait des excuses, ni totalement de la provocation. Quelque chose d'hybride, de calculé. Nous allons essayer. J'avais roulé 40 minutes, pour entendre ces 3 petits mots, nous allons essayer. Et je savais exactement ce qu'ils signifiaient. Ils signifiaient, non. Ils signifiaient, Jolene. Ils signifiaient que l'argent passait avant la cérémonie. Je n'ai pas pleuré dans la voiture. J'avais dépassé ce stade. La dernière semaine avant le mariage, s'est écoulée à 2 vitesses. À un rythme effréné à l'hôpital, et avec une lenteur accablante à la maison. La mère de Gareth, Doris,
est arrivée de Lewiston le mercredi. Elle avait apporté sa tarte aux pommes, 3 gratins, une housse contenant sa robe du dimanche, et m'a offert une étreinte qui a duré 11 secondes. J'ai compté, parce que j'avais oublié ce que l'on ressentait, lorsqu'une figure maternelle vous serre dans ses bras de façon inconditionnelle. Mon fils a fait le bon choix, m'a-t-elle glissé. Je suis si fier de vous deux. Grand-mère Ruth m'appelait tous les soirs. J'apporte mes petits pains, et une surprise. Tu vas adorer. Du côté de mes parents, c'était le silence absolu. Ni appel, ni message, ni confirmation de dernière minute, dictée par un soudain sursaut de conscience. Mon ami de fac, Sadie, est descendue de Boston pour les essayages de ma robe. Elle s'est tenue derrière moi devant le miroir, pendant que j'ajustais les bretelles. Du satin ivoire, une coupe simple, pas de traîne. Où est ta mère, m'a demandé Sadie. Occupée. Sadie me connaissait assez bien pour ne pas insister. La veille du mariage, je me suis retrouvé seul dans mon appartement. Gareth dormait à l'hôtel avec sa mère, respectant ainsi la tradition qui veut que l'on ne voit pas la mariée avant la cérémonie. Mon appartement était silencieux, d'un calme auquel je n'étais pas habitué. Aucun bruit d'hôpital, aucun bip de moniteur, aucun appel au micro. J'ai ouvert l'application bancaire sur mon téléphone. L'ancien virement automatique était toujours visible dans l'historique, 2000 €, annulé. Le mot s'affichait là, en lettres grises, définitif et net. J'ai fermé l'application, et j'ai posé les yeux sur ma robe de mariée, suspendue derrière la porte de la chambre. Demain, j'enfilerai cette robe. Je me tiendrai devant des personnes qui avaient véritablement choisi d'être là. Et pour la première fois depuis 4 ans, je ne serai plus celle qui finançait le confort de quelqu'un d'autre, tout en sacrifiant le sien. Le 19 octobre. 7 heures du matin. La grange de Kenbonkport. Je me suis réveillé dans la suite nuptiale, une petite chambre aménagée au-dessus de la salle de réception, avec des murs blanchis à la chaux, et une fenêtre donnant sur la rivière. La lumière matinale oscillait entre le gris et le doré, typique des matins d'automne dans le Maine, avant que la brume ne se dissipe. Gareth m'avait envoyé un SMS à minuit, « Demain, tu deviens officiellement ma famille. » Sadie m'a aidé à me coiffer. Doris m'a monté le petit déjeuner. Des œufs brouillés, des toasts, du jus d'orange, et une serviette en tissu qu'elle avait repassée à l'hôtel. Elle a posé l'assiette sur la coiffeuse, et m'a déposé un baiser sur le front. Mange. C'est une grande journée qui t'attend. J'ai consulté mon téléphone. 0 message de mes parents. 0 appel en absence. L'écran restait désespérément vide, là où leur nom aurait dû apparaître. Grand-mère Ruth est arrivée sur les coups de 11 heures. Elle a fait son entrée dans la suite, vêtue d'une robe bleu marine avec des boutons nacrés, ses cheveux blancs retenus par une barrette dont je me souvenais depuis mon enfance. Quand elle m'a vu dans ma robe de mariée, elle s'est figée sur le seuil. Son menton a tremblé. Ta mère devrait être là. Elle ne viendra pas, grand-mère. Je sais, ma petite. Je sais. Ruth a plongé la main dans son sac à main, une besace en cuir couleur noix, qu'elle portait depuis 30 ans. Elle en a sorti une petite broche en émail bleu, sertie dans de l'argent patiné, représentant un myosotis. Ceci appartenait à ma mère. Quelque chose d'ancien, quelque chose de bleu, et quelque chose de bien plus beau, que ce qu'il mérite de voir. J'ai épinglé la broche à l'intérieur de ma robe, tout près de mon cœur, là où personne ne pourrait la remarquer, mais où je pourrais la sentir tout au long de la journée. C'était la première larme de la journée. Ruth l'a essuyée de son pouce. C'est la seule qui te soit accordée avant la cérémonie, a-t-elle tranché. Garde les autres pour quand tu danseras. À 14 heures, la cérémonie a commencé. 78 des 85 convives invités étaient présents. De mon côté de l'allée, on trouvait grand-mère Ruth au premier rang, 3 cousins, 8 collègues de l'hôpital, Sadie, ainsi qu'une poignée d'amis de l'école de médecine. Du côté de Gareth, il y avait Doris, son équipe de 3 électriciens engoncés dans des vestes de costume qu'ils portaient visiblement peu, et une vingtaine de membres de sa famille, venus de Lewiston en faisant 1h30 de route sans se plaindre. J'ai marché seul jusqu'à l'hôtel. Gareth pleurait déjà avant même que je ne le rejoigne. Ses collègues ont fait semblant de ne rien remarquer. Doris pressait un mouchoir contre sa bouche. Ruth se tenait droite et immobile, de la manière dont les femmes de sa génération se maintiennent, lorsqu'elles luttent pour ne pas s'effondrer. Nous avons échangé nos vœux.
Gareth a pris la parole en premier. Je te choisis non pas parce que c'est facile, mais parce que tu vaux la peine d'être choisi. J'ai prononcé les miens. Je ne me rappelle pas de tous les mots, mais je me souviens d'avoir été sincère à chaque syllabe. L'officiant nous a déclarés mari et femme. La grange a explosé de joie. 78 personnes applaudissaient, certaines s'étaient levées. Doris pleurait ouvertement. Ruth hochait la tête en signe d'approbation. Et l'un des électriciens de Gareth a sifflé de toutes ses forces. Il était 15h30. Entre la cérémonie et la réception, les invités se dirigeaient vers l'espace cocktail. Je me suis éclipsé seul, à l'extérieur, vers le parking. J'ai appelé ma mère. 4 sonneries. Elle a fini par répondre. Quoi? Je viens de me marier, maman. Nous sommes chez Jolene. La révélation était magnifique. C'est Rose. C'est une fille. Je viens de me marier. Un lourd silence s'est installé. Puis, elle a lâché 3 mots, ne nous dérangez pas, la ligne a coupé. Je suis resté planté là, dans l'air frais d'octobre, le téléphone à la main, sentant la broche appuyée contre mon cœur à travers le satin. Quelque part, à l'intérieur de la grange, mon mari servait du champagne à 78 personnes qui avaient choisi d'être avec nous. Ma mère, elle, avait choisi d'éclater un ballon à Scarborough. Je suis resté immobile sur ce parking pendant 4 minutes. Je le sais, parce que l'heure s'affichait sur l'écran de mon téléphone, et je l'ai vu changer à 2 reprises. Je ne pleurais pas. C'était un sentiment plus dur que les larmes. Quelque chose de plus silencieux. Le genre de calme absolu qui s'empare de vous, lorsqu'une décision est déjà prise, et que votre corps attend simplement que vos mains passent à l'action. J'ai ouvert l'application de ma banque. Compte d'épargne conjoint avec les parents. Solde, 340 €. J'ai soumis une demande pour me retirer en tant que cotitulaire. L'écran de confirmation a indiqué que le traitement prendrait 24 heures. Ensuite, je suis allé sur mon compte courant personnel. J'ai modifié les paramètres de mon dépôt direct. J'ai supprimé le virement secondaire vers le compte personnel de Jean. C'est 200 € par mois que j'avais prévu pour son essence et ses courses. Annulé. J'ai fait défiler l'historique des transactions, et j'ai retrouvé l'ancien virement automatique. 2000 € vers le compte conjoint Meyers. Annulé depuis septembre. Parfait. Toujours annulé, de manière permanente. La rupture financière totale a été réglée en très exactement 4 minutes et 12 secondes. Debout sur le gravier d'un parking de Kenbonkport, dans le Maine, vêtu de ma robe de mariée, avec la broche de ma grand-mère près du cœur. J'ai glissé mon téléphone dans ma pochette, et je suis retourné à l'intérieur. La grange était chaleureuse, bruyante, remplie de musique, de conversation, et du tintement des verres. Gareth a immédiatement remarqué l'expression sur mon visage. Il a traversé la pièce. Qu'est-ce qui s'est passé? Je te raconterai ce soir. Pour l'instant, j'ai besoin de danser à mon mariage. Il m'a pris la main, et nous avons rejoint la piste. L'orchestre a entamé un morceau lent. J'ai posé ma tête sur son épaule. Il m'a serré contre lui, comme si j'étais une personne digne d'être chérie. Quelque part à Scarborough, le téléphone de mon père a vibré. Notification bancaire. Alerte, le cotitulaire a été retiré du compte se terminant par 4471. Il la verrait bientôt, mais pas tout de suite. D'abord, j'allais danser. Il a fallu 30 minutes à Jean. Il assistait à la fête de Jolene, quand son téléphone a vibré dans sa poche. Il tenait une assiette en carton, avec une part de gâteau rose, lorsqu'il a regardé l'écran. Première notification, cotitulaire retiré du compte d'épargne conjoint. Deuxième notification, virement secondaire annulé. Il s'est éclipsé du salon, a marché jusqu'à l'allée, et a composé mon numéro. Tombé directement sur la messagerie vocale. Mon téléphone, rangé dans ma pochette et réglé sur silencieux, reposait sur une table à l'intérieur de la grange, où 78 personnes dînaient, et portaient un toast à mon mariage. Il m'a appelé 7 fois d'affilée. Chaque tentative a abouti au même résultat. Puis, les SMS ont commencé à pleuvoir. Appelle-moi tout de suite. Morgane, qu'est-ce que tu as fait? Ce n'est pas drôle. Tu ne peux pas simplement nous couper les vivres. Il a conduit jusqu'au distributeur automatique le plus proche, et a tenté de retirer de l'argent sur le compte d'épargne.
Sa carte fonctionnait toujours. Solde, 340 €. Il est resté bloqué devant l'écran, puis a rebroussé chemin, vers la maison de Jolene. Il est rentré à l'intérieur. Ma mère était en train de remplir un bol de punch. Elle a lu l'expression sur son visage. Qu'est-ce qui ne va pas? La voix de Jean a résonné, assez fort pour que toute la pièce l'entende, elle a tout bloqué. Ta fille a tout bloqué. Patrice a posé la louche. Baisse d'un ton. Il nous reste 300 €, Patrice. 300 €. Jolene, qui se tenait près de la table des desserts, un ballon rose toujours attaché au poignet, a demandé « De quoi parlez-vous » Silence complet. Personne n'a fourni d'explication, car expliquer, serait revenu à admettre d'où provenait cet argent. Admettre que leur fille, la doctoresse, finançait leur train de vie depuis 4 ans. Admettre qu'ils avaient préféré éclater un ballon avec Jolene, plutôt que d'assister au mariage de Morgane. Ils ne pouvaient s'expliquer sans se condamner eux-mêmes. Alors, ils sont restés plantés là, au milieu de ce décor tout en rose, sans prononcer un mot. Notre nuit de noces. Un bed and breakfast à Kenbonkport, à environ 5 km de la grange. Des draps blancs, un feu de cheminée, et une fenêtre offrant une vue sur un jardin s'endormant pour l'hiver. J'ai consulté mon téléphone après que Gareth s'est endormi. 14 appels en absence, et 9 messages vocaux. Jean, message numéro 1, Morgane, rappelle-moi. Il y a eu une erreur. Jean, message numéro 3, c'est inacceptable. Nous avions un accord. Jean, message numéro 4, tu nous dois cet argent. Tu ne peux pas juste arrêter. Sa voix a déraillé sur le mot « arrêter ». Jean, message numéro 7, tardif, empâté. Un bruit de cliquetis résonnait en arrière-plan. Tu vas revenir en rampant. C'est toujours ce que tu fais. Un SMS de Patrice, reçu à 23 h, Morgane, je ne sais pas ce qui te prend. J'espère que tu es contente de ruiner la santé de ton père. Et un autre SMS de Patrice, à 23 h 47, très bien, ne réponds pas. Mais quand tu auras besoin de nous, rappelle-toi de cette nuit. J'ai tout lu, mot pour mot. Je n'ai pas écouté les messages sur haut-parleur. J'ai gardé le téléphone tout près de mon visage, dans la pénombre de la chambre, tandis que mon mari respirait calmement à mes côtés. J'ai effectué des captures d'écran de chaque message, et je les ai rajoutés au fameux dossier de mon téléphone. Le même dossier contenant les relevés de compte, l'historique des retraits, le tableau croisé des SMS culpabilisants, et ce fameux email évoquant un problème de virement. Puis, je leur ai envoyé un unique SMS groupé, je me suis marié hier. Vous n'étiez pas là. L'argent s'est arrêté. Ces deux éléments sont liés. J'ai appuyé sur envoyer. J'ai glissé le téléphone dans le tiroir de la table de nuit, et je l'ai refermé. Gareth a bougé dans son sommeil. Le feu crépitait dans la cheminée. À l'extérieur, l'océan faisait ce bruit familier, constant, indifférent, éternel. Je me suis allongé sur le dos, et j'ai écouté. Pour la première fois depuis 4 ans, je ne devais plus rien à personne. Je venais de lire 14 appels en absence et 9 messages vocaux, de parents qui n'avaient pas daigné assister à mon mariage, mais qui avaient remarqué la disparition de leur argent, en moins de 30 minutes. Si on ne vous a aimé que pour ce que vous pouviez fournir, vous savez exactement ce que l'on ressent. Restez avec moi, car Thanksgiving approche, et les relevés bancaires aussi. Novembre est arrivé, froid et gris, comme toujours dans le Maine. J'ai repris le travail. 4e année, chef de clinique. Pour la première fois en 38 mois, mon salaire a été versé, et mes 2000 € sont restés à leur place. J'ai redirigé cette somme vers le remboursement de mon prêt étudiant. Ce premier versement supplémentaire a frappé le sol de ma dette, tel un galet jeté dans une eau immobile. 2000 € de capital effacé. Les mathématiques avaient une saveur différente désormais, plus légère. À ce rythme, ma dette serait épongée à 37 ans, et non plus à 42. Jolene a accouché durant la 2e semaine de novembre. Une petite fille, prénommée Lily. Je lui ai fait livrer un cadeau via Amazon, un ensemble de body en coton bio. Je ne suis pas allé la voir. Patrice a laissé un message vocal. Sa voix prenait ce ton particulier de l'indignation feinte. Ta nièce est née, et tu n'es même pas capable de lui rendre visite. Quel genre de personne es-tu? J'ai sauvegardé le message, et je n'ai pas rappelé. De son côté,
Jean s'était mis à vendre des affaires sur Facebook Marketplace. Un cousin m'en a envoyé une capture d'écran. Les nouveaux appareils électroménagers de la cuisine, le mobilier de jardin, le four à chaleur tournante. Des objets payés avec mon argent, désormais bradés à des prix de vide-grenier. Grand-mère Ruth m'a appelé le dimanche précédent Thanksgiving. Seras-tu là? J'accueille toute la famille. Je serai là, grand-mère. Bien. Parce que j'ai quelques questions à te poser, sur les raisons pour lesquelles ta mère raconte à tout le monde, que tu as abandonné la famille. J'ai marqué un temps d'arrêt. Que dit-elle exactement? Que tu as cessé de les aider. Que tu as choisi ton mari au détriment de tes parents. Et que tu es une personne égoïste, et ingrate. La voix de Ruth était calme, mais sous cette tranquillité, on percevait quelque chose de tranchant. Le ton d'une femme qui sait qu'on lui a menti. Je serai là, grand-mère. Et j'apporterai les preuves. Je le pensais littéralement. J'ai imprimé les relevés bancaires. 4 années, 48 pages. 28 novembre. La maison de grand-mère Ruth à Bangor. Une maison de style Cape Cod, blanche avec des volets verts, et un porche qui s'affaissait légèrement sur le côté gauche. Ruth y vivait depuis 1967. La maison sentait la dinde rôtie, les petits pains chauds, et les sachets de lavande qu'elle conservait dans toutes les armoires. Garrett et moi sommes arrivés à midi. L'enveloppe en papier craft était dans mon sac. 48 pages, 4 années de transactions, chaque mouvement surligné en jaune. Patrice était déjà là. Elle m'a aperçu dans l'encadrement de la porte, et ne m'a pas serré dans ses bras. Elle s'est tournée vers tante Linda, avec un sourire forcé, et a lancé « Oh, regardez !» La fille prodigue a décidé de faire une apparition. Jean était assis dans le fauteuil de Ruth, près de la fenêtre. Il a soigneusement évité mon regard. Il paraissait plus maigre qu'en octobre. Plus vieux, aussi. Le genre de vieillissement qui vous frappe, lorsque le confort disparaît, et que la réalité reprend ses droits. Jolene était installée sur le canapé, le bébé Lily sur les genoux. Brett se tenait derrière elle, les mains enfouies dans les poches. Tous deux m'ont adressé un signe de tête. Froid, distant, coordonné. 19 personnes étaient réunies dans cette maison. Tante Linda et oncle Paul. Les cousins Marcus, Diane et Rachel. Hélène, la voisine de Ruth, qui fêtait Thanksgiving avec nous depuis 20 ans. Et 2 autres cousins venus de Lewiston. Certains avaient entendu la version des faits servie par Patrice, Morgan nous a abandonnés. Morgan a arrêté de nous soutenir financièrement. Morgan s'est marié en dessous de sa condition, et a tourné le dos à sa famille. Marcus m'a prise à part dans le couloir. Est-ce vrai ce que dit ta mère, que tu as coupé les ponts? Après le dîner. Je vous expliquerai tout après le dîner. Depuis la cuisine, Ruth observait la scène. Elle avait passé la matinée à regarder Patrice se donner en spectacle. Les soupirs théâtraux, les apartés chuchotés à tante Linda, les yeux tamponnés avec un mouchoir. Ruth n'a rien dit, mais elle enregistrait chaque détail. Le repas a pris fin. Les assiettes ont été débarrassées. La table n'était plus qu'un paysage parsemé de miettes, d'auréoles d'eau, et de verres de cidre à moitié vides. Ruth s'est levée, à la tête de la table. Elle a posé ses 2 mains bien à plat sur la surface en bois. Avant le dessert, je crois que nous devons discuter de ce qu'il se passe dans cette famille. Patrice était prête. Elle répétait cette scène depuis des semaines. Je pouvais le deviner, à la façon dont elle a redressé le dos, et a modulé sa voix. Maman, si c'est au sujet de Morgan, je ne veux pas faire d'esclandre. Mais oui, ma propre fille nous a abandonnés, après tous les sacrifices que nous avons faits. Maman, arrête. La pièce s'est figée. 19 personnes ont cessé de bouger. Une fourchette a tinté contre une assiette, quelque part. Puis, même ce bruit s'est tu. J'ai ouvert l'enveloppe Kraft, j'en ai sorti les relevés bancaires, et j'ai posé la liasse sur la table. 48 pages imprimées, parsemées de surlignages jaunes. Pendant 3 ans et 2 mois, je vous ai envoyé 2 000 € tous les mois. Cela représente 76 000 € sur le compte conjoint, plus 12 000 € via le virement secondaire sur le compte personnel de papa. Soit un total de 88 000 €. J'ai déployé l'impression de mon tableur. La colonne verte pour les versements. La colonne rouge pour les retraits. 43% de l'argent que j'ai envoyé,
est allé directement à Jolene, ou à la concession automobile de Brett. 22% supplémentaires ont servi à payer des vacances, des travaux de rénovation, un séjour spa à Cap Cod, et des dépenses personnelles. J'ai pointé du doigt une ligne surlignée en orange. Le prêt hypothécaire, la raison pour laquelle j'ai commencé à envoyer de l'argent, n'a représenté que 31%. 19 personnes autour de la table. Personne ne pipait mot. Oncle Paul a chaussé ses lunettes de lecture, et a tiré une page vers lui. Tante Linda s'est penchée par-dessus son épaule. La voix de Patrice a jailli, stridente et fragile. Ce sont des finances familiales privées. Tu n'as pas le droit. Ce sont mes relevés bancaires. Mon nom figure sur le compte. C'est mon argent. Jean s'est levé de sa chaise. Espèce d'ingrate. Ruth n'a même pas haussé le ton. Jean, assieds-toi. Et Jean s'est assis. Ruth avait 79 ans, elle mesurait 1,50 m, et Jean s'est exécuté sans terminer sa phrase. J'ai fixé ma mère. Ma voix n'a pas dévié d'un octave. Elle n'a pas tremblé. Le 19 octobre, le jour de mon mariage. Je t'ai appelé, maman. Tu as prononcé 3 mots, ne nous dérangez pas. Tu étais à la fête prénatale de Jolene. Celle qu'elle a planifiée le même jour que mon mariage. Je ne réclame pas le remboursement de mon argent. Je ne poursuis personne en justice. Je dis simplement la vérité à cette famille, parce que vous avez passé le mois entier à raconter à tout le monde que je vous avais abandonné. Je ne vous ai pas abandonné. J'ai simplement cessé de payer, pour avoir le privilège d'être ignoré. Le silence régnait dans la pièce. Le genre de silence qui pèse lourd. Tante Linda a pris la parole en premier. Sa voix était prudente, comme celle des gens qui s'efforcent d'être impartiaux. Patrice, est-ce vrai? 88 000 €. Le regard de ma mère a balayé la pièce, à la recherche d'un allié, d'un visage bienveillant, de quelqu'un qui prendrait son parti. Elle n'a trouvé personne. C'est compliqué. Morgane ne comprend pas, Ruth lui a coupé la parole. Qu'est-ce qu'elle ne comprend pas? J'ai les chiffres sous les yeux. Le compte y est. Le cousin Marcus avait pris les relevés. Il les faisait maintenant passer à oncle Paul. Les documents circulaient autour de la table, comme des pièces à conviction lors d'un procès que personne n'avait demandé. Jolene, blême, serrait Lily contre elle. Je ne savais pas que c'était l'argent de Morgane. Maman m'a dit que ça venait de la retraite de papa. Brett a repoussé sa chaise. Il avait investi 3200 € de mon argent dans sa concession. Il a affirmé qu'il n'était pas au courant. Son visage, lui, disait le contraire. Jean a fait une dernière tentative. Cela ne vous regarde pas. C'est notre fille. Cet argent, c'est l'argent de la famille. Oncle Paul a levé les yeux des documents. Jean, l'argent de la famille ne se blanchit pas sur le salaire d'une seule personne. Patrice a fondu en larmes. Des larmes de comédie. Celles qu'elle utilisait quand elle voulait susciter la pitié. Le même stratagème dont elle s'était servie contre moi pendant 4 ans, pour s'assurer que les versements continueraient. Vous vous retournez tous contre moi. Ma propre mère, ma propre famille. Ruth a dévisagé sa fille. Patrice. Je t'ai demandé il y a 2 semaines, si Morgane vous aidait vraiment avec l'argent. Tu m'as répondu, un peu. 88 000 €, ce n'est pas un peu. Patrice a ouvert la bouche, puis l'a refermée. J'ai compté 5 secondes. Elle n'avait plus rien à répondre. Son menton a tremblé. Ses yeux se sont baissés vers la table. L'espace d'un instant, elle a eu l'air de quelqu'un qui a conscience d'être allé trop loin. Puis, c'est passé. Elle s'est durcie. La comédie a repris. Morgane a toujours été excessive. Elle fait ça pour attirer l'attention. Je me suis levé. J'ai terminé. Gareth, on y va. Nous avons atteint la porte d'entrée, manteau sur le dos, clé à la main. Ruth nous a suivis dans le couloir. Elle avançait lentement, mais avec une détermination qui lui était propre. Elle m'a pris le bras. Sa main était petite, chaude et rassurante. Je ne savais pas. Je te jure que je ne savais pas, je sais, grand-mère. 88 000 €. Elle l'a dit tout bas, comme si elle tentait encore d'assimiler ce chiffre. Ma petite fille mangeait de la nourriture d'hôpital,
pour envoyer 88 000 € à ses parents, et ils n'ont même pas été fichus de venir à son mariage. Elle a porté la main à son annulaire gauche, et a retiré son alliance. Un fin anneau en or, lissé par 57 années d'usure. 1967. Son mari avait cumulé 3 emplois pour l'acheter. Elle l'a pressé dans la paume de ma main, refermant mes doigts sur l'anneau. Les personnes qui te choisissent n'ont pas besoin d'être payées. J'ai serré la bague. Gareth a posé sa main sur mon épaule. À travers la porte fermée, je pouvais entendre les répercussions du séisme. Patrice qui pleurait, Jean qui se disputait avec Paul, Jolene au téléphone, probablement en train d'appeler Brett, qui avait quitté la maison 5 minutes plus tôt. Grand-mère Ruth m'a regardé longuement. Puis elle a tapoté ma main, et a reculé d'un pas. Rentre chez toi. Mange des restes, et serre ton mari dans tes bras. C'est à ça que sert Thanksgiving. J'ai glissé l'anneau dans la poche de mon manteau. Gareth a ouvert la porte. L'air de novembre s'est engouffré. Froid, pur, impitoyable. Nous avons marché jusqu'au camion. Je ne me suis pas retourné. 3 mois plus tard, en janvier 2025. Jean a trouvé du travail. Manutentionnaire dans un centre de distribution à Westbrook, payé 17,50 € de l'heure, 5 jours par semaine, de 6 h du matin à 14h30. Exactement le genre de poste qu'il avait jugé, indigne de lui, pendant 4 ans. Patrice a décroché un emploi à temps partiel chez un fleuriste de Scarborough. Son premier travail en 14 ans. Elle préparait les bouquets, et tenait la caisse 3 jours par semaine. Elle n'en a pas fait la publicité sur les réseaux sociaux. Les légendes, vie bénie, cœur reconnaissant, ont disparu. Jolene et Brett ont revendu le Honda CR-V, pour le remplacer par une Corolla d'occasion, vieille de 6 ans, avec 145 000 km au compteur. L'investissement de Brett dans sa concession s'est effondré le même mois. Il s'est avéré que 3 200 € n'étaient pas suffisants, pour sauver une franchise en faillite. Le groupe d'investisseurs s'est retiré. Brett a recommencé à vendre des voitures pour le compte de quelqu'un d'autre. La famille élargie. 11 des 19 personnes présentes à Thanksgiving ont repris contact avec moi. Des SMS, des appels, et quelques cartes écrites à la main. La plupart me répétaient plus ou moins la même chose, nous ne savions pas. Nous aurions dû poser des questions. Tante Linda m'a fait livrer des fleurs à l'hôpital avec un petit mot, ta mère nous a dit que tu étais ingrate. Elle avait tort. Le cousin Marcus a créé un groupe de discussion avec moi, Rachel et Diane. Il l'a nommé, la famille qui se parle vraiment. Nous nous écrivons tous les 2 ou 3 jours. Des recettes, des articles de presse, des photos sans grande importance. Cette petite monnaie d'échange, typique des gens qui restent en contact, simplement parce qu'ils en ont envie. Grand-mère Ruth m'appelle tous les dimanches après-midi. Elle a commencé à me raconter des histoires sur sa propre mère, une femme qui a élevé 5 enfants, dans une ferme des environs de Bangor. Une autre femme qui a trop donné, à des gens qui ne le méritaient pas, m'a confié Ruth. Je ne m'étais pas rendu compte que l'histoire se répétait. Quand on me demande si j'ai pardonné à mes parents, je réponds toujours la même chose, quand ils seront prêts à avoir une conversation, une vraie conversation, et pas une représentation théâtrale, je les écouterai. La porte n'est pas verrouillée, elle est juste fermée, et la nuance a son importance. Patrice n'a pas appelé une seule fois depuis Thanksgiving. Pas une seule. Ruth me raconte qu'elle continue de propager une version de l'histoire, où elle tient le rôle de la victime, et moi celui de la fille ingrate qui a tourné le dos à sa famille. Mais son public a fondu. De moins en moins de gens la croient désormais. Jean m'a appelé une fois, début décembre. Sa voix était différente. Plus petite. Dépouillé de l'autorité qu'il avait l'habitude d'emprunter à Patrice. Il a prononcé 4 mots, j'ai un travail. J'en ai répondu un seul, bien. Ce fut l'intégralité de notre conversation. 11 secondes. L'appel le plus court que nous ayons jamais eu. Mais il s'en dégageait quelque chose de différent. Ce n'était pas des excuses, ni une requête, juste un fait, rapporté à la seule personne capable de comprendre ce que cela signifiait vraiment. Jolene m'a envoyé une photo de la petite Lily, fin janvier. Un SMS sans commentaire, juste l'image. Des joues rondes, des cheveux bruns, enveloppés dans une couverture que je ne reconnaissais pas. Ce n'était pas celle que j'avais crochetée. En dessous, un seul message, elle a tes yeux.
J'ai enregistré la photo. Je n'ai pas répondu. Mon tableur est désormais clos. Les lignes vertes, la colonne rouge, la colonne bleue. Avec le total final, tout en bas, 88 000 €. Je l'ai classé dans un dossier sur mon ordinateur, et je ne l'ai plus jamais ouvert depuis novembre. Ce que je consulte maintenant, c'est le solde de mon prêt étudiant. Il a baissé de 6 000 € depuis octobre. À ce rythme, avec 2 000 € de plus par mois, je serai libéré de mes dettes à 37 ans, au lieu de 42. Gareth et moi dînons à la table de la cuisine presque tous les soirs. De la vraie nourriture, des repas que nous préparons ensemble. Fini les plateaux de cantine, fini les barres de céréales à minuit. L'anneau en or de Ruth repose dans une petite boîte en bois, sur ma table de nuit. Je ne le porte pas, mais je le vois chaque matin, quand je tends la main pour attraper mon téléphone. J'ai passé 4 ans, à essayer d'acheter ma place dans ma propre famille. 88 000 €. Et la réponse a toujours été la même, ce n'était jamais assez. Les gens qui vous aiment, ne tiennent pas de registre de compte. Et ceux qui tiennent un registre de compte, ne vous ont jamais vraiment aimé. Ils vous facturent. Mon téléphone ne sonne plus le premier du mois. Ce silence est la chose la plus précieuse, que je n'ai jamais gagnée. Voilà mon histoire. 88 000 €, 3 mots le jour d'un mariage, et la bague en or d'une grand-mère, qui m'a appris le véritable coût d'une famille. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, partagez cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Laissez un commentaire, abonnez-vous, et on se retrouve dans la prochaine.